Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un texte de Rosa Montero qui s'appelle L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, près de chez moi, et je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'était les éditions Métellier. C'est une petite ou une moyenne maison d'édition qui bénéficie dans ma tête d'une image favorable. Alors, je la connais pas tant que ça, mais j'avais l'impression que c'était pas trop mal. La deuxième, c'est que c'était une autrice, et que j'essaie en ce moment de diversifier ma culture livresque en lisant plus d'autrices, et de plus une autrice espagnole contemporaine, et je connais très mal la littérature espagnole. Alors ce texte-là, il a été traduit par Myriam Chirous, qui est également romancière, et Myriam Chirous a traduit d'ailleurs la plupart des textes de Rosa Montero parus aux éditions Métellier. Celui-là, il date de 2013-2015 pour la traduction. C'est le premier texte non fictionnel de Rosa Montero, parce que Rosa Montero écrit plutôt d'habitude des romans. Elle est par ailleurs journaliste à El País, donc le plus grand quotidien espagnol. Elle a fait des études de psychologie, il me semble. Ici, ce livre, en fait, ça m'a énormément intriguée quand je l'ai lu. C'est un texte auquel je ne m'attendais pas du tout. Il y a plusieurs raisons qui vont venir le relier à un corpus contemporain et puis à des questions féministes, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, c'est un texte qui n'a pas de centre. En fait, il y a plusieurs fils qui sont noués ensemble par l'autrice. À première vue, on pourrait avoir l'impression que c'est un journal de deuil. Qu'est-ce que c'est les journaux de deuil ? Évidemment, il y a celui de Barthes qui s'appelle Journal de deuil, qu'il avait écrit après la mort de sa mère. On a aussi, par exemple, dans ma bibliothèque, j'ai celui de Jean-Michel Espitalier, La première année. Il me semble qu'il est plutôt poète d'habitude. Il l'a écrit l'année suivant la mort de son épouse. Souvent, les journaux de deuil c'est de l'écriture diaristique, mais souvent à la deuxième personne. Là, c'est de la deuxième personne. Dans le cas dont je vais vous parler aussi, c'est de la deuxième personne. Parce que c'est une écriture qui est adressée au défunt et qui permet de faire le lien avec lui. Même après son décès, dans une espèce d'illusion encore de coprésence. Et d'ailleurs, Rosa Montero discute dès le tout début du livre de la question de savoir si c'est vraiment un journal de deuil, parce qu'elle a perdu son compagnon récemment. Et je vais vous lire cet extrait. Mais ce livre n'est pas un livre sur la mort. En réalité, je ne sais pas bien ce qu'il est ou ce qu'il sera. Il est là, maintenant, au bout de mes doigts. À peine quelques lignes sur une tablette, un amas de cellules électroniques encore indéterminées qui pourraient très facilement avorter. Les livres naissent d'un germe infime, un œuf minuscule, une phrase, une image, une intuition. Et ils grandissent comme des zygotes organiquement, cellule après cellule, en se différenciant en tissus ou en structures de plus en plus complexes, jusqu'à devenir une créature complète et souvent inattendue. Je vous avoue que j'ai une idée de ce que je veux faire avec ce texte, mais est-ce que le projet se maintiendra jusqu'au bout, ou est-ce que quelque chose d'autre apparaîtra ? Je me sens comme le berger de cette vieille blague qui sculpte distraitement un morceau de bois avec son couteau, et qui, quand un passant lui demande « Mais vous faites la figure de qui ?» répond « Eh bien, s'il a de la barbe, Saint-Antoine, sinon la Sainte Vierge. » Une image sacrée dans tous les cas. La sainte de ce livre est Marie Curie. Et oui, effectivement, euh, comme le dit ici Rosa Montero, si les livres naissent d'un germe infime, eh bien ce livre est né en fait d'un texte qui n'est pas de Rosa Montero et qui lui a été apporté par son éditrice. C'est le tout petit journal de deuil écrit par Marie Curie après la mort de Pierre Curie. Pierre Curie est mort assez jeune, renversé par un fiacre. Marie Curie en a évidemment énormément souffert et donc elle a écrit un texte qui n'était pas destiné à la publication. Et quand l'éditrice de Rosa Montero lui apporte ce texte, elle lui dit « Je suis sûre que tu pourras en faire quelque chose, une préface ou encore autre chose, un autre objet. » Et c'est ce que va faire Rosa Montero. Elle va le digérer, ce texte, complètement. C'est-à-dire qu'on en trouve des extraits un peu partout dans le livre. Alors impossible de savoir s'il est intégralement retranscrit ou si ce sont des extraits. En tout cas, elle l'a pris, elle l'a déchiqueté, elle l'a mis aux quatre coins de son livre quand ça servait le propos. Donc ça, c'est un petit peu le premier fil. Ce journal de deuil mutuellement construit. D'ailleurs,
c'est assez rigolo parce qu'à la fin, dans l'avant-dernier chapitre qui s'appelle Caché au centre du silence, elle relate une conversation qu'elle a eue avec un ami qui a lu les épreuves du livre et qui lui a reproché le fait que finalement elle parle assez peu de son propre deuil. Et elle lui dit en fait que c'est un journal de deuil en creux qu'elle est en train de faire. L'autre fil à tirer de ce livre-là, c'est le fil biographique. Rosa Montero dit qu'elle aime lire des biographies, qu'elle en lit beaucoup, souvent, et ici, elle a lu énormément de biographies de Marie Curie. Mais elle n'écrit pas une énième biographie qui serait un remix en fait de toutes les biographies précédentes. Je dirais comment elle utilise les biographies, pardon. C'est donc un journal de deuil, une biographie, mais c'est aussi un essai journalistique sur la place des femmes dans la science, la place des femmes dans la société espagnole contemporaine ou dans la recherche par le passé, et sur la manière dont les hommes avaient à cœur, c'est encore souvent le cas, de spolier les découvertes scientifiques de leurs épouses, de leurs filles ou de leurs mères. Alors, c'est d'autant plus rigolo dans le cas dont on parle que Marie Curie a été la première femme prix Nobel, et elle a été, jusqu'à aujourd'hui, la seule femme à obtenir 2 prix Nobel, dans 2 disciplines différentes en plus, la physique et la chimie. La méthode qu'elle utilise, et c'est pour ça que ce livre m'a le plus intéressée, je pense, c'est une méthode qui rejoint celles qui sont disséminées dans un vaste corpus en littérature contemporaine, étudié par des chercheurs comme Laurent Demans, Dominique Viard ou Lionel Ruffel. Ce sont en fait des littératures d'enquête. Alors, là j'ai le livre de Laurent Demans qui s'appelle Un nouvel âge de l'enquête. Il explique qu'on trouve dans la littérature contemporaine mondiale, pour lui il cite surtout des francophones, mais en réalité il y en a un petit peu partout, on peut penser à Svetlana Alexievitch ou à Sebald, ou voilà. Des écritures du coup qui reprennent les méthodes de l'enquête. Pourquoi nouvel âge ? En fait, ce qu'il explique dans sa préface, c'est que le 19e siècle a été un premier âge de l'enquête, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la naissance de certaines sciences sociales, l'anthropologie ou la sociologie, dont les méthodologies sont des méthodologies liées à l'enquête, donc les terrains ou les témoignages, les recueils de témoignages. Ensuite, parce que c'est aussi une époque où on a commencé à écrire énormément de romans policiers, et à en consommer beaucoup aussi. Donc vraiment mettre en scène des enquêtes. C'est aussi une époque où on avait l'impression qu'on allait pouvoir cartographier l'ensemble de la société. C'était le siècle des physiologies, qui étaient des vastes enquêtes thématiques. Voilà, donc il était tout naturel que la littérature de cette époque-là soit une littérature aussi qui se fonde sur les faits et qui fonde un rapport au réel, le réalisme, qui soit factuel. C'est-à-dire que les écrivains de cette époque-là, Zola et tous les autres, faisaient de longues recherches avant d'écrire, et des recherches parfois sur le terrain. Mais la différence avec le 21e siècle, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, alors que finalement, une fois que Zola avait tout son matériau documentaire, il le fondait dans la fiction, il le fondait dans la narration et rendait les coutures invisibles, en fait, on va exhiber les ficelles de l'enquête. On va montrer l'auteur ou le narrateur aux prises avec l'enquête, aux prises avec les matériaux documentaires. On va le montrer en train de douter. Alors ça, c'est intéressant parce que le doute méthodologique, c'est une démarche scientifique. Et en fait, donc, dans toutes ces œuvres de littérature contemporaine, on a un dialogue renoué avec les sciences sociales, donc quelque chose qui va se passer parfois dans les marges. Il y a d'ailleurs, par exemple, des historiens comme Jablonka qui vont écrire de la littérature. Donc vraiment, il y a des porosités dans les deux sens, entre littérature et sciences sociales. Et voilà, ça va être une écriture du doute, du fait instable, donc un nouveau réalisme, vraiment. Et la manière dont procède Rosa Montero dans ce texte-là, c'est vraiment en montrant qu'elle va confronter plusieurs biographies de Marie Curie les unes aux autres, et qu'à partir d'un même fait, qui peut être rapporté dans plusieurs biographies, d'ailleurs aussi dans le journal écrit par sa fille,
on peut avoir des divergences d'interprétation. Et elle, ce qu'elle a apporté, Rosa Montero, c'est le paradigme féministe. Elle va montrer parfois qu'elle s'oppose avec certaines conclusions des biographes parce que ces conclusions-là reposaient sur des préjugés sexistes qui permettaient de condamner certaines attitudes de Marie Curie, de ne pas les comprendre parce qu'on ne comprenait pas qu'elle réagissait comme ça parce qu'elle était dans un environnement qui lui était hostile. Par exemple, les biographes de Marie Curie, ou même ses contemporains, hein, même Einstein disait ça dans une de ses lettres, qu'elle était très froide, qu'elle ne montrait pas ses émotions et du coup qu'elle ne devait pas en avoir, notamment après la mort de son mari. Évidemment, quand on accède à son journal de deuil, on voit à quel point c'était une attitude de surface qui était nécessaire en fait pour elle. Donc voilà, elle, la manière dont elle va construire son texte, comparer les biographies, c'est en introduisant ce regard-là qui est un regard féministe. Et c'est super intéressant. Il y a aussi autre chose qui m'a intéressée dans ce texte, c'est l'usage du hashtag. Alors, aujourd'hui, quand on étudie des corpus de littérature numérique, on se rend compte que la littérature en ligne a tendance à digérer certains usages de la littérature livresque, parfois en dépit du bon sens. Quand vous lisez par exemple des livres numériques et que vous avez une espèce de page qui se tourne sur votre écran, c'est ridicule et ça ne sert à rien. C'est juste, voilà, une remédiatisation sans réflexion de certaines apparences. C'est ce qu'on appelle l'effet diligence d'ailleurs. Lorsqu'une nouvelle technique apparaît, souvent on va lui donner les traits de l'ancienne technique, même s'ils ne servent à rien, parce que ça va rassurer les gens, ils vont s'y retrouver. Et bah on a un mouvement d'aller, mais aussi un mouvement de retour. C'est-à-dire que la littérature livresque a tendance aussi, de plus en plus, à digérer des usages spécifiquement numériques. On a pu trouver par exemple des romans épistolaires sous forme de mail. Voilà, ce sera un peu le degré zéro. Mais ici, Rosa Montero crée une indexation à partir de hashtags. Je vais vous la montrer. Voici ces hashtags. Alors ce qui est rigolo, c'est les hashtags proprement dits. Il y a hashtag faire ce qu'il faut, hashtag honorer ses parents, hashtag place de la femme, hashtag mutante. Donc ce sont des hashtags en creux qui disent aussi à quel point par rapport à la société extrêmement normée dans laquelle a grandi et évolué Marie Curie, elle a eu du mal en fait à composer entre des injonctions très contradictoires, donc à la fois des injonctions qu'elle avait intégrées, hein, d'être une femme comme il faut, respectable, qui élevait bien ses petites filles, qui s'occupait de son père, etc. Mais à la fois cette conscience d'avoir un devoir de scientifique envers l'humanité, parce qu'elle était la seule à pouvoir mener les recherches qu'elle menait. Et bon, elle était complètement prise entre tout ça et c'était très compliqué. Mais, alors, les hashtags, en ligne, on appelle ça des technomots. Ça, c'est la linguiste du numérique Marianne Pavot qui en parle très bien. Un technomot, c'est un mot qui a une double fonction. À la fois une fonction au niveau du sens, c'est un mot voilà, qu'on lit, qu'on interprète, mais aussi une fonction technique. Par exemple, les hashtags permettent, quand on clique dessus, d'accéder à tous les mots, tous les contenus qui contiennent le même hashtag. Bah, ici, Rosa Montero, ce qu'elle montre, et c'est assez malin de sa part, c'est que finalement l'index, même dans le monde pré-numérique, l'index d'un livre possède une fonction technique. Et ce sont finalement des technomots, les mots indexés, qu'on leur mette un hashtag devant ou une petite étoile, c'est la même chose. Et du coup, j'ai trouvé cette chose assez intéressante. Il y a une dernière chose dont je voulais parler, c'est vraiment, il me semble, la réflexion qui est en creux dans tout ce livre-là. C'est la manière dont finalement certaines femmes, et notamment Marie Curie, à travers l'écriture de leur biographie, ont pu trompeusement servir les intérêts du féminisme. Et je vais reprendre un petit extrait à la page 111. Simone de Beauvoir appelait femmes alibi ces femmes qui, après avoir triomphé avec de grandes difficultés dans la société machiste, se prêtaient à être utilisées par cette même société pour renforcer la discrimination. Et ainsi leur image était renvoyée aux autres femmes avec le message suivant. Vous voyez ? Elle a triomphé parce qu'elle en est capable. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas à cause d'un empêchement sexiste, mais parce que vous n'en êtes pas capable.
Est-ce que Marie Curie a été une femme alibi? Et ça, c'est une très bonne question. À ce propos-là, j'avais posté cet extrait de page sur Twitter et il y a une membre de Twitter, Chronopius, qui m'a dit que dans les années 70, on utilisait beaucoup ce terme de femme alibi pour parler de femmes aussi variées que Marguerite Yourcenar ou Françoise Giroud, par exemple. En fait, ce sont des femmes qui ont réussi à atteindre des postes de pouvoir ou prestigieux symboliquement, mais en fait, qui avalisent l'état du monde. Pourquoi? Parce que déjà, elles ne le contestent pas, et Marie Curie a toujours dit qu'elle conseillait aux jeunes femmes plutôt de s'occuper bien de leur famille et de leurs enfants que de faire ce qu'elle avait fait elle, parce que selon elle, elle l'a fait parce qu'elle avait le devoir de le faire, parce qu'elle était la seule à pouvoir le faire, mais finalement c'était pas vraiment son rôle. Donc ça c'est une chose, mais aussi parce que on a un discours de l'exceptionnalité. Cette femme a réussi parce qu'elle est exceptionnelle, donc il faut être une femme exceptionnelle pour réussir, mais ce n'est pas le rôle des femmes. Voilà, c'est toujours l'exception qui confirme la règle, on en revient toujours là. Et finalement, les rôles modèles, c'est-à-dire ces femmes exceptionnelles, Marie Curie, euh, Madame de Lafayette, Jeanne d'Arc, dont nous rebattons les oreilles, et c'est important qu'on nous en rebatte les oreilles, c'est important de dire qu'elles ont existé. Eh bien, est-ce qu'elles servent vraiment le féminisme, ou est-ce qu'elles ne servent pas plutôt à cacher les structures d'oppression qui font que c'est si difficile d'arriver là où elles en sont arrivées? C'est une vraie question qu'il faut se poser et que Rosa Montero, je trouve, pose sans concession à Marie Curie. C'est un peu le procès aussi de cette femme. C'est pas juste un livre, c'est pas juste une entreprise d'adoration. Il y a vraiment, elle cite en fait des passages de correspondance où on voit Marie Curie aux prises à ses propres contradictions. C'est pas non plus une accusation, elle y peut rien. Mais voilà. Et d'où le rôle des hashtags aussi. Faire ce qu'il faut, culpabilité, ambition, etc. Voilà. Donc je vous conseille ce livre qui mélange un essai, une biographie, un journal de deuil. Il y a même des pactes de lecture qui ne sont pas honorés, puisque Rosa Montero promet à un moment, après avoir fait la liste de toutes les femmes spoliées de leurs travaux scientifiques, qu'elle fera la même chose pour la littérature, et en fait elle le fait pas du tout. C'est vraiment dommage. Voilà, merci de m'avoir écouté.